Bonjour, bienvenue à l'émission. La semaine dernière, si vous étiez avec nous, j'ai reçu Éric Charlebois. Bien, on poursuit, en fait. Pour vous, c'était la semaine passée. Pour nous, c'était il y a 10 minutes. Oui. C'est pour ça qu'on ne s'est pas changé. Mais je voulais poursuivre avec toi, Éric, parce que je trouve ça tellement intéressant quand tu viens. Tu nous fais réfléchir à la vie. Présentement, à mon avis, ce qui manque dans la vie, la prochaine étape de nous comme êtres humains, c'est chacun doit se poser des questions sur qu'est-ce que je fais ici, puis pourquoi je suis ici, puis qu'est-ce qu'on me dit, qu'est-ce que j'entends, est-ce vrai, qu'est-ce que j'en fais. Et ne pas avoir de frontières et de barrières et créer. Et tu es l'exemple parfait de ça. Parce que toi, tu n'as pas de frontières, tu n'as pas de barrières, tu acceptes les défis, tu crées. Tu es poète, essayiste, traducteur, entrepreneur, coach de gestion, tu fais de la formation dans les écoles, tu es animateur, tu fais plein de choses. Tu fais ce que la vie... Moi, j'ai toujours dit, le secret de la vie, le secret du bonheur, c'est de faire ce que la vie t'amène. Oui, oui. Hein? Pourquoi on se bat avec la vie? Si on peut aussi, c'est provoquer la vie un tout petit peu. Ben oui, parce qu'on est créateurs, nous aussi. Et la vie, tout ce qu'elle a de plus complexe, heureusement, c'est tout ce qu'elle a d'inaccessible. À savoir que l'humain est souvent celui qui tente de la compliquer, cette vie-là. Or, l'humain, ben, il est comme soi, il est comme nous. On a des gens qui sont à peu près nos mêmes, donc qui nous ressemblent énormément. Donc, on a des gens dont on peut évidemment... Qu'est-ce que tu veux dire, on a des gens? Tu veux dire l'autre? L'autre, c'est-à-dire la personne oui. qui nous entoure, est un humain comme soi. Ben oui. Est un humain, donc... Ben oui, parce que l'angoisse, peu importe ce qui Exactement. cause l'angoisse chez moi, l'angoisse chez toi, c'est la même chose. Voilà, avec un bagage quelconque. Donc, chacun est unique, Oui. mais chacun est aussi humain. Oui. Et c'est pour ça qu'on peut parler de la diversité comme on en parle si bien et comme on en parle tellement. La diversité, bien, elle suppose une chose très importante que l'on tait trop souvent, c'est à condition que chacun soit unique. Cela étant dit, si chacun est unique, chacun est aussi un humain. Je suis unique pour lui. Et à ce moment-là, il y a un maillage qui peut se faire. C'est pour ça que je parle de provoquer. Provoquer la vie, ça veut aussi dire, bien, provoquer les rapports à l'autre. Oui. Afin de déterminer dans quelle mesure l'autre peut faire partie de notre même à nous et dans quelle mesure, bien, inversement, on peut faire partie du même de l'autre. Absolument. Absolument. Moi, quand je finis une rencontre comme celle-ci, qui sont pour moi suspendues dans le temps, je me dis toujours, j'ai rencontré Éric de cœur à cœur. Quand je vais sortir d'ici, je vais être transformée. Et voilà. Et je vais être devenue une autre personne. Exactement. Ça ne veut pas dire que j'aurais perdu qui je suis. Ça ne veut pas dire que je ne sais pas qui je suis. Mais ça veut dire que tu m'as fait grandir. Voilà. Et j'espère que les gens qui nous écoutent ont grandi Je l'espère. de se rencontrer dans le cyberespace. Oui. Il y a un potentiel incroyable. Il Oui. faut pas croire que la rencontre en remplace une autre. Absolument pas. Non. La rencontre antérieure est toujours là. Mais il y a un potentiel, il y a un espace qui est incroyable. C'est une antenne, tout ça. Donc, il y a une ouverture qui est illimitée. Et il faut en profiter. On est chanceux. Il faut en profiter. Puis toi, une façon d'en profiter, c'est de faire plein de choses. Et tu as décidé, il y a, je sais pas, il y a pas longtemps, de faire une maîtrise en traduction littéraire. Mais tu étais déjà traducteur. Oui. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est une belle question. Je tenterai d'abréger la chose. J'ai rencontré tout d'abord deux personnes incroyables et deux personnes qui ont été déterminantes à travers ce cursus-là. Mélanie Rivet et Madeleine Stratford. Madeleine Stratford qui est prof à l'UQO, l'Université du Québec en Outaouais. Et c'est là où on offre le programme. OK. Donc, de la maîtrise en traduction littéraire. Mélanie Rivet, à l'époque, entamait elle-même sa maîtrise. Et au moment où on se parle, elle y met un terme. Là. Donc, elle l'achève. Elle l'achève, absolument. C'est un cours de combien d'années? C'est un cours, c'est 5 cours. C'est 5 Donc, cours. à temps complet, ça devrait se faire, ça, en un peu plus d'1 an. Moi, je le fais à temps partiel, étant donné les autres occupations. Donc, ces rencontres-là m'ont comme quelque peu aiguillonné. À savoir que j'ai été déstabilisé. J'étais déjà traducteur, comme tu le dis. Or, j'étais auteur et j'en mange. Je crée littéralement quotidiennement tous les matins. Et là, j'ai comme été désaxé par le fait que je pouvais peut-être jumeler ça. Et oui, croyez-moi, ça se jumelle, ça.
Ça se conjugue. La traduction littéraire et la création, c'est très, très près. Il y a une lisière tellement ténue qu'on n'en tient souvent même pas compte quand on est dans le feu de l'action. Non, parce que quand tu traduis un texte littéraire, est-ce que c'est une nouvelle création? C'est une nouvelle création, absolument. C'est un débat tout à fait de l'heure. Hein? C'est un sujet chaud en traduction, à savoir quelle est la part de création en traduction. Et moi, la problématique qui m'interpelle énormément, qui me hante, dis-je, et qui guidera le travail de la thèse qui sera entamée dès janvier, c'est à savoir quelle est justement, dans quelle mesure le créateur, donc évidemment, il y a énormément de jeux entre le « je » et le « moi ». Je te parlais du même tout à l'heure, c'est pas pour rien. J'ai fait une première maîtrise dans ces eaux-là, donc il y a quelques années, et je reviens avec ça, mais dans la perspective de la traduction maintenant. Donc, dans quelle mesure le créateur intervient-il dans l'acte de traduction? C'est ça. Autrement dit, dans quelle mesure... On pourrait même se poser la question, dans quelle mesure le créateur intervient-il dans sa création à lui? Là? Exactement. Mais dans l'acte de traduction, c'est quoi la réponse? Créer, c'est traduire, Ginette, d'abord et avant tout. On n'invente rien de toute pièce. On fait un collage quand on crée. La poésie, comme le roman, c'est un collage. On n'invente pas ce dont on n'a pas été témoin. Et là, vous me parlerez peut-être de science-fiction. Écoutez, si on a un personnage de science-fiction qui a 3 yeux, c'est pas parce qu'on a croisé quelqu'un qui avait 3 yeux, mais on sait à peu près ce dont a l'air quelqu'un qui a 2 yeux. On y en ajoute un 3e, mais dans la plupart des cas, le 3e, il est où? Il est dans le milieu. Donc, il y a une logique derrière tout ça. C'est jamais de l'invention pure. C'est de l'assemblage. Si on veut, c'est une certaine agglomération. Puis si on croit ceux qui croient dans le 3e œil, il est dans le milieu. Il est dans le milieu, exactement. Donc, en créant, je traduis une réalité qui n'a pas été exprimée comme je l'exprime. Dieu merci. C'est pour ça qu'il y aura encore place à la création, à ce qu'on appelle la création. Oui, et puis on peut lire des fois des auteurs qui ont été traduits par différentes versions de la même traduction, mais c'est différent. Exact. Une chance. Bien, regarde, on prend rien que la Bible, par exemple. Combien? On nous dit, bien là, vous n'avez pas utilisé le bon mot, c'est pas ça que ça voulait dire, on change de mot, ça veut dire d'autres choses. Mais y en a-t-il un bon mot? C'est ça, là est la question. Toi, le mot, c'est ta matière première. Oui, absolument, dans tout ce que je fais. Dans tout ce que pas tu seulement fais. traduction, pas seulement création. C'est le fil conducteur. Voilà. Du réveil au coucher, c'est le mot. Et le mot avec l'évocation, mais d'abord et avant tout, il y a un mot. Moi, je suis de ceux qui croient, et on en parlera en temps et lieu, donc subséquemment, je suis de ceux qui croient qu'il n'y a pas de pensée s'il n'y a pas de parole. Il y a eu les 2 écoles à un moment donné. Qu'est-ce qui précède quoi? Et c'est pas l'œuf ou la poule, loin de là. Il ne peut y avoir de pensée s'il n'y a pas de parole. Il peut y avoir image, il peut y avoir attestation d'une réalité quelconque, mais ce n'est pas la pensée, ça. C'est une image. C'est une image. Pour permettre la conduction, pour ne pas dire la convection de toutes ces images-là, ce qu'on appellerait la pensée à ce moment-là, quel est-il, ce fil-là? C'est plus qu'une subséquence d'images. C'est vraiment une logique. C'est une logique. C'est une logique. Oui. Et la logique, bien, elle a d'abord été exprimée par le biais de mots, à savoir qu'elle est transmise. Sinon, ce n'est pas de la logique. C'est une segmentation de l'image en concept. Oui, absolument. C'est une série de choses qui font en sorte que, j'ai une image. C'est un tout, voilà. C'est comme les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est assuré. Et pour transmettre cette logique-là, il faut la transmettre avec des mots. Si on faisait l'exercice, 2 personnes qui s'imposent un mutisme et qui veulent voir devant soi, devant eux, défiler des images et imposer une logique à ces images-là, si ces personnes-là n'avaient jamais eu recours aux mots, ces personnes-là ne pourraient pas établir un fil logique. Ils établiraient un fil quelconque. Ce ne serait pas un fil logique. Ce ne serait pas garant d'une pensée. Ce serait garant, si on veut, d'une certaine subséquence, d'une certaine épreuve, oui, d'un ressenti, mais non pas d'une pensée. On pense à partir de mots. Je reviens au propos. Il y a lexique, il y a sémantique. Dans ce que je crois, on part du lexique et il y a évocation, il y a pluralité, il y a épistaxis de sens qui sont générés par un seul mot. On entend souvent, et non pas à tort, une image vaut 1000 mots. Mais l'inverse est peut-être vrai aussi. Un mot vaut certainement 1000 images. Puis toi qui travailles avec les gens, en gestion, par exemple, ou en communication, tu le sais très bien qu'un mot
un mot, le même mot ne peut pas dire la même chose pour tout le monde. Crucial. Moi, j'ai vu dans la communauté des conflits incroyables créés parce que tout le monde ne comprenait pas le mot franco-ontarien de la même façon. Ou le monde ne comprenait pas le mot collaboration de la même façon. Tout le monde avait son idée de ce que ça voulait dire. Puis c'est comme ça dans des couples, c'est comme ça partout. Et quand on est dans une perspective de production ou de but commun, soit par le biais de la conjugalité, soit par le biais d'un milieu de travail, hein, on doit tous ramer dans le même sens, il y a un problème. Mais à l'extérieur de ces dimensions-là, il faut se poser la question, est-ce que c'est mal, cette pluralité de sens-là? La polysémie, elle est superbe. Donc, ça veut dire que quand tu écris, surtout de la poésie, toi qui joues avec les mots, on peut voir les jeux de mots. J'en ai pas d'exemple devant moi, mais des jeux de mots, comment tu... C'est quoi le dernier? Celui compost. Compost partum. Compost partum. Ta femme, elle doit comprendre ça. Là, oui, elle comprend très bien ça à l'heure actuelle, oui, absolument. Compost partum. Oui. Là, tout de suite, tu as plein de concepts dans ta tête. Compost ne veut plus dire pareil, post-partum ne veut plus dire la même chose. Il y a d'autres images, mais chacun le comprend comme il veut. Exactement. Donc, il faut que tu prennes le risque, quand tu écris, de ne pas être compris de la même façon par tout le monde. Exactement. C'est un pari. Et je te dirais, moi, que quand on ose revisiter un livre, donc une publication, là où il est déjà trop tard, on se dit déjà, ah, j'aurais écrit ça différemment. Oui, je sais. J'écrirais ça différemment si on m'en donnait la chance. Et c'est la même chose en traduction. Hein? Ah oui? Il faut connaître l'importance des traces. Il faut connaître l'importance pour soi-même d'avoir plusieurs versions d'une traduction. Ah oui? Absolument. Bien, là, tu traduis pas un roman qui a un fil conducteur. Tu traduis de la poésie. Oui. David Gros. Oui. Il est autochtone. Oui, c'est un... Tu as traduit ça, c'est l'original. Ça, c'est l'original, Imagine Mercy. Parle-nous de David Gros. Comment tu l'as rencontré et comment tu t'es retrouvé à traduire? Est-ce qu'il faut aller à la pause, Nicolas? Alors, ça va prendre un petit bout de temps. On va aller à la pause. Puis, au retour, tu vas nous raconter ta rencontre avec David Gros. Avec plaisir. C'est vraiment très intéressant. Et le résultat, il est vraiment très touchant. J'aimerais, si on a le temps, que tu puisses nous en lire un ou deux petits poèmes. Absolument. Restez avec nous, on revient tout de suite. Je suis accompagnée d'Éric Charlebois. Éric est président de l'Association des auteurs et des auteurs franco-ontariens. Il est poète dans sa vie, il est réviseur, il est parolier, il est animateur, il est formateur, il est entrepreneur, il est coach. En fait, tu acceptes tous les défis qui viennent vers toi. Quand les gens ont confiance en toi, tu te dis, ben, s'ils ont confiance en moi, ça doit être parce que je suis capable de faire quelque chose. Voilà. Ta rencontre avec David Gros, le poète autochtone qui a écrit Imagine Mercy. Comment ça s'est fait, ta rencontre avec lui, puis ta décision d'accepter ce projet-là ou de lui proposer ce projet-là? Je ne sais pas comment ça s'est passé. Écoutez, rencontre absolument époustouflante, quand dans le fond, ça ne devait pas l'être. David et moi, on s'est rencontrés, il était 11h30, le premier jour pour chacun des deux d'une sortie officielle d'écrivains au Festival international de poésie de Trois-Rivières. Le soir? 11h30 le soir 11h30 le matin. Donc, on est deux des trois poètes qui devaient ou qui devions à ce moment-là animer, d'établir dans un chic café-bistrot, une sandwicherie même, je pense. Quoi qu'il en soit, David, comme tous les auteurs de langues autres qui sont invités à Trois-Rivières, devait arriver avec ses textes traduits en français. Et comme le dit Gaston Bellemare, donc le directeur général, le fondateur du Festival de poésie, ça prend des traductions à peu près officielles. C'est comme ça. Et David annonce, en fouillant dans son sac, et je ne sais toujours pas à ce jour s'il a été extrêmement bon joueur ou si c'était véritablement ce qui se passait, il nous annonce que malheureusement, il a oublié ses textes en français. Et là, bien, éminemment, dans quelques instants, il faut qu'on s'apprête à lire en français, tout d'abord.
Et de là, dans la langue autre pour les auteurs, parce que c'est un festival international. Quoi qu'il en soit, David ne parvient pas à le faire pour cette première lecture-là, mais là, on a, je te dirais, c'est une sortie officielle, donc on a une dizaine de prestations à faire. Et là, David et moi, on se regarde et je dis, écoute, je t'offre mes services, évidemment, de gaieté de cœur, gratuitement. Les 2 premières soirées, donc, à Trois-Rivières, je les ai passées dans ma chambre d'hôtel. À traduire une douzaine, quinzaine de textes de David. C'est de ce texte-là? Non, pas de ce livre-là. Okay. De 2 autres recueils antérieurs pour les 2 journées subséquentes. Donc, une douzaine, quinzaine de textes. Ce qui m'a aussi valu, donc, de monter sur scène avec lui parce qu'il n'était même pas à l'aise de les présenter, de les lire, de les dire, ces textes. Donc, ça a été la rencontre. Une rencontre à la fois renversante mais rassurante, une rencontre à la fois très peu souhaitable mais tellement riche. C'est un exemple parfait de qui tu es. Bien, quand il y a quelque chose qui vient vers toi, tu le prends, tu l'acceptes. Il ne t'a pas demandé, mais non. Il y a eu un élan vers lui. Il y a eu un malaise. Il y a eu une tentative de ma part de combler un gouffre. David ne savait que répondre parce qu'on lui a répondu tout de go à la table. Bien, écoute, ça te prend des textes en français. Et il a fait comme « Oh well ». Juste comme, il faut voir David. Est-ce que tu le connaissais, cet Non, auteur? Je ne le connaissais pas. Tu ne le connaissais pas. Et on ne s'est pas quitté depuis, là. Ah oui. Oh, ça fait oui. combien de temps, ça? 2014. Ça fait 3 ans. 2014, mais je tiens à préciser que tout au long de la traduction, et je suis en train d'en traduire un autre de David, là. J'ai entamé la traduction de tout autre texte, de Wendigo Chronicles. Ah, traduire de la poésie, oui. C'est pas facile, là. Parce que, écoute, quand on traduit, la poésie, c'est des mots, mais c'est aussi un rythme, c'est des émotions qui sont suscitées, oui. C'est des images. Ce sont des effets. Ce sont des effets. Avec une économie de mots. Et des effets, comme tu le dis, si bien, avec des inflexions, des modulations, le rythme. Absolument, il faut en tenir compte. Oui, il faut en tenir compte. Mais comment tu fais pour tenir compte? Tu sais, comme... Je ne veux pas dévoiler tous les trucs. Bien, c'est pas un truc. Non, c'est non, pas un truc. C'est pas un truc. Ça peut pas être C'est pas un truc parce que, ce soit un art. Un autre traducteur que tu inviterais te dirait tout autre chose. Dans mon cas à moi, tu l'as dit tout à l'heure, la primauté demeure le mot. Donc, il y a une primauté sacralisée à l'égard de la sémantique dans ce que je fais. Ensuite seulement, je passe ça au filtre ou au tamis du son, de la sonorité. Et tu le sais, on se connaît, je suis un gars de sonorité, je suis un gars de micro, je suis un gars de scène. Il faut que ça se dise bien. Mais c'est seulement en deuxième lieu. Oui. Oui, contrairement... Alors, le mot, ensuite le rythme. Oui, voilà. Ensuite, tu dis l'espace. L'espace, donc, les espaces typographiques sont très importants en poésie. Oui. Il faut en tenir compte. Comme je le disais hors onde tout à l'heure, la traduction de la poésie, selon moi, ça commence avec la traduction des espaces. Sommes-nous à l'aise avec la traduction des espaces, donc avec la disposition, avec l'aménagement textuel tel qu'il apparaît? Si la réponse, c'est non en partant, il vaudrait peut-être mieux choisir un autre texte à traduire. Mais quand tu parles de rythme, quand tu parles d'espace, quand tu parles de disposition, toutes ces choses sont faites intuitivement ou consciemment par le poète pour susciter quelque chose chez son lecteur. Oui. Il y a quelque chose à partager. Et ça va être accueilli d'une certaine façon. Oui. Toi, comme traducteur, tu veux être capable, avec des mots différents, une langue différente, d'offrir la même chose et que ce soit accueilli de la même façon, mais vos références ne sont pas les mêmes. Ne sont pas les mêmes, exactement. Je veux offrir à notre public cible, donc dans ce cas-ci, le cas échéant, au public francophone, je veux leur offrir cette incursion-là dans le bagage, dans l'émotion et la sensibilité, mais surtout dans l'expression que fait David Groulx de tout ça. Et il est là le défi. Il est là le défi pour toute traduction. Poésie, roman, essai confondus, on veut offrir à un public cible ce cadeau-là. Et à ce moment-là, on se sert du texte source, donc le texte en anglais dans ce cas-ci, à titre de toile de fond, si on veut. Et on essaie de déterminer toujours, j'ai un souci de fidélité encore, ce n'est pas le cas de tous. Ça aussi, il y a beaucoup de questions, beaucoup de problèmes qui sont soulevés, donc à l'égard de la profondeur ou du degré de fidélité qu'il faut s'imposer. Mais sinon, c'est plus de la traduction, c'est de l'écriture. Exactement. Et je me méfie de ça également. Donc, il y a quand même le souci, si on veut, de la disposition sur la page. Mais comme tu le dis très bien, je reviens à ça, on n'a pas le même bagage culturel. Ben non.
Donc, je ne peux pas imposer à mon lecteur francophone des imagos auxquels il ne peut pas s'associer. C'est ça. Si je prends, par exemple, là, je vais essayer de voir, page 28. C'est quoi, page 28? Tu sais par cœur? Non, je ne sais pas par cœur. C'est ce que c'est qu'être un Indien au Canada. Oui. Tu es dans la crainte, conscient que tu es de ne pas être blanc. Tu sais que vous êtes moins nombreux toujours. Tu sens que tu n'as pas d'appartenance. C'est écrit dans un français comme on se parle. Oui. Ça fait mal, ça. Oui. C'est un des textes. C'est drôle que tu choisisses ce texte-là. En passant, on ne s'est pas parlé avant. Non. OK? C'est un des textes qui Je voulais te demander lequel que tu as trouvé le plus difficile à écrire. Le plus difficile à écrire? Oui, c'est un des plus difficiles, ça. Il a fait très mal parce que je ne peux que très difficilement comprendre ça et je me suis imposé de ne pas parler à David tout au long de la traduction. Et j'ai relevé le défi. Je n'ai pas communiqué avec David du tout. Je ne lui ai posé aucune question. J'ai fait beaucoup de recherches, évidemment. Traduire, c'est faire énormément de recherches périphériquement. OK? Cela étant dit, comme je ne suis pas autochtone, je ne veux pas me tromper. Je ne veux pas non plus m'approprier ce qui n'est pas mien. C'est ça. Et surtout, je ne veux pas dénaturer. Donc, on se situe sur ces coquilles-là constamment. Oui. Mais en plus de ça, il a une teneur, ce poème-là, qui a fait appel à une certaine compassion, alors que je croyais, moi, que le traducteur en moi, contrairement au créateur, allait être à l'abri de ça. C'est l'un des poèmes que je n'ai pas pu traduire d'un trait du tout. Parce que dans certains cas, ça se traduit d'un trait et on le relie par la suite. Et là seulement, on va le remodeler. Ah, bien celui-là, non. Puis non, absolument pas. On sent... je ne sais pas comment le dire. On sent un déchirement à l'intérieur quand on lit ça. Il faut connaître David, Ginette, il faut rencontrer David et parler avec David pour vraiment comprendre. Percevoir le ton. Ça dit, mais ce n'est pas le cas. Est-ce que je peux finir de le lire? Oui, vas-y. Tu n'as pas d'objection? Ah, vas-y. Mais tu sens que tu n'as pas d'appartenance, mais ce n'est pas le cas. On te pose toujours des questions idiotes, comme de quelle race es-tu? Quel est ton nom d'Indien? Que fais-tu quand tu croises un coyote? Connais-tu un tel ou un tel de Vancouver ou de Winnipeg ou de Montréal? Quand tu es un Indien au Canada, tu sais que les policiers ne conduisent pas toujours si lentement, à part Arthur ou Tuxedo. Tu sais que tu es une commodité pour touristes et une proie facile pour l'aide à l'enfance. Tes sens sont toujours affilés comme un rasoir, fébrilement à l'affût de la société, et ceci raccourcit notre vie et la rend précieuse. Si un non-autochtone avait écrit ça, Ginette, ça vient de perdre toute sa charge. Écrit ça dans la langue source, dis-je bien. Mais du fait que David est un autochtone pur et dur, on lit ça avant même de le traduire, avant même d'avoir l'intention de le traduire. Comme lectrice de poésie que tu es, tu lis ça et tu le dis très bien, tu ne peux pas ne pas être déchiré. Non, tu es déchiré. Le cynisme à la fin de ce poème-là est tout simplement abasourdissant. Oui, quand tu dis « et ceci raccourcit notre vie et la rend précieuse ». Voilà. Voilà. Et ça nous ramène... écoute, comment ça t'a changé? On n'a pas beaucoup de temps. Je voudrais tellement continuer longtemps. Mais comment ça t'a... Tu m'as dit que ça t'avait transformé. Absolument. Comment? Ça m'a préparé à la venue d'un petit bonhomme, premièrement. Ça m'a réancré. J'ose croire que la prochaine fois qu'on se parlera, je serai un peu moins partout et que je vais l'être plus profondément. Parce qu'il y a de ça aussi chez moi. C'est pas une peur, c'est une opposition à l'érosion trop facile des choses. C'est un retour donc à l'essence, c'est un retour au fondement que de lire David Groux. Et c'est un retour à ses fondements à soi que d'essayer de le traduire. Oui. Parce que le traduire, c'est oser accepter d'avoir son nom quelque part dans le livre. Donc, tu n'es plus un simple lecteur. Tu en deviens un traducteur, donc, comme on le disait tout à l'heure, tu deviens créateur à part presque entière aussi. Oui, et puis là, tu comprends qu'en dépit de l'érosion, en dépit de tout, tu assumes la vie est précieuse. Voilà. Et David le dit avec une telle simplicité, pourtant caustique, avec une telle jovialité, pourtant cinglante. Il se situe exactement comme ce à quoi je travaille constamment.
les pôles, les antipodes, les pôles contradictoires, fascinant. Constamment en antinomie. Écoute, je ne peux pas faire autrement que de vous le recommander. Ça s'intitule Sans pitié. C'est publié aux Éditions David, que je remercie parce qu'ils sont toujours très généreux pour nous. Et c'est traduit par Éric Charlebois. C'est l'écrivain, le poète original, c'est David Groux. Mais ça s'intitule Sans pitié en anglais, Imagine Mercy. Imagine Mercy. Merci beaucoup, Éric. Merci, Ginette. C'était un grand plaisir. Merci beaucoup. Et puis, longue vie à Isaac. Oui, assurément. Merci à vous aussi d'avoir été avec nous. Je vous souhaite Merci. une belle fin de journée, puis je vous dis à la semaine prochaine. Merci. Merci beaucoup.